Dans un monde où tout semble aller trop vite, où l'anxiété devient notre compagne quotidienne, il est urgent de retrouver un ancrage intérieur. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a légué des leçons d'une sagesse profonde, capable de transformer notre manière de vivre. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 de ses enseignements les plus puissants pour cesser de nous inquiéter inutilement. Des paroles simples, mais qui résonnent encore avec une étonnante modernité. Des clés pour retrouver la paix, même au milieu du chaos. Ce n'est pas la vie qui nous tourmente, mais notre façon de la percevoir. Le stoïcisme nous apprend à reprendre le contrôle de notre esprit, à distinguer ce que nous pouvons changer de ce qui ne dépend pas de nous. Dans cette vidéo, chaque leçon vous rapprochera d'un esprit plus calme, d'une existence plus libre. Préparez-vous à voir vos inquiétudes sous un autre angle. Et surtout, à retrouver une force intérieure que vous aviez peut-être oubliée. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. L'anticipation augmente la souffrance. Combien de fois as-tu imaginé le pire avant même qu'un problème ne se présente? Notre esprit adore jouer à ce jeu cruel. Il invente des scénarios catastrophes, comme si prévoir la douleur pouvait l'éviter. Mais en réalité, cela ne fait que l'amplifier. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Souffrir 2 fois pour une seule épreuve est un choix, pas une fatalité. Pense à la dernière fois où tu as redouté un événement, un entretien, une dispute, un échec possible. Le stress avant l'événement était-il pire que l'événement lui-même? Souvent, la réponse est oui. Nous gaspillons notre énergie à craindre des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et même si elles arrivent, nous les affrontons mieux que nous ne le pensions. Marc Aurèle disait « Ne te trouble pas toi-même en imaginant toute ta vie d'un coup. » C'est exactement ça. L'anticipation est comme porter un sac de pierres avant même de savoir si tu devras grimper la montagne. Pourquoi s'infliger ce poids supplémentaire? La vie est assez difficile sans y ajouter des souffrances inventées. Quand tu te surprends à imaginer le pire, demande-toi, est-ce que cela m'aide? Si la réponse est non, alors respire profondément et reviens au moment présent. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle de tout ce qui pourrait arriver, mais dans la manière dont tu choisis de réagir ici et maintenant. Le piège, c'est de croire qu'anticiper nous protège. En vérité, cela nous affaiblit. À force de craindre l'inconnu, on oublie de vivre ce qui est réel. Les stoïciens ne refusent pas de préparer l'avenir, mais ils refusent de le laisser voler leur paix intérieure avant même qu'il n'existe. Et c'est ceci, la prochaine fois qu'une peur surgit, au lieu de la nourrir, observe-la comme un nuage qui passe. Tu n'es pas obligé de le suivre. Tu peux simplement le laisser disparaître. La plupart de nos angoisses ne survivent pas à cette simple prise de conscience. Et si le pire arrive, alors tu le géreras quand il sera là, avec les ressources que tu as à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu n'as pas à payer d'avance pour un malheur qui n'existe pas encore. C'est ça, la vraie liberté, ne pas être l'esclave de ses propres pensées. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Cette phrase résume tout. L'anticipation est une souffrance optionnelle. Pourquoi l'accepter alors qu'on peut simplement laisser venir ce qui vient et l'affronter seulement quand c'est nécessaire? Le stoïcisme ne promet pas une vie sans épreuve, mais il offre une arme puissante, la lucidité. Comprendre que nos peurs mentales sont souvent pires que la réalité change tout. Alors, la prochaine fois que ton esprit veut jouer au prophète de malheur, rappelle-toi. Le présent est déjà assez riche sans y ajouter des fantômes du futur. Et toi, qu'as-tu déjà anticipé? Pour finalement réaliser que ce n'était pas si terrible, partage tes expériences en commentaire. Ça nous aidera tous à relativiser. Car au fond, la meilleure leçon vient souvent de nos propres histoires. Leçon 2. La préméditation des mots. Imagine un instant que tu doives affronter une situation difficile. Un échec, une perte, un revers. Maintenant, respire profondément et envisage-la avec calme, comme si tu regardais une scène à distance. C'est ça, la préméditation des mots. Observer froidement les pires scénarios pour mieux s'y préparer, sans se laisser submerger par l'émotion. Les stoïciens ne faisaient pas cela pour souffrir à l'avance,
mais pour désamorcer la peur de l'inconnu. La différence avec l'anticipation anxieuse, l'une est un exercice de lucidité, l'autre une torture mentale. Quand tu prémédites les difficultés, tu gardes le contrôle. Tu te demandes, si cela arrive, comment pourrais-je réagir? Au lieu de paniquer, tu explores des solutions. C'est comme un entraînement. On ne craint plus ce qu'on a déjà envisagé avec sang-froid. Sénèque conseillait de se dire régulièrement « Voilà ce qui pourrait arriver. » Et alors? Pas pour dramatiser, mais pour se rappeler que même les pires épreuves peuvent être surmontées. Perdre son travail, vivre un conflit, affronter la maladie, ces choses font peur, oui. Mais en les visualisant calmement, on réalise qu'on a en soi les ressources pour y faire face. Le piège, bien sûr, serait de s'attarder trop longtemps sur ces scénarios. La préméditation des mots n'est pas une rumination morbide. C'est un outil utilisé avec modération. Quelques minutes suffisent. D'accord, si X se produit, je ferai Y. Puis on passe à autre chose. L'idée n'est pas de vivre dans la crainte, mais de renforcer sa résilience. Prenons un exemple concret. Tu crains de perdre ton emploi. Au lieu de ruminer dans l'angoisse, demande-toi « Qu'est-ce que je ferais vraiment si ça arrivait ?» Peut-être chercher des alternatives, réduire tes dépenses ou te former à un nouveau métier. Juste ce simple exercice te rend plus fort, car tu as déjà un plan. La peur recule quand on a l'impression de reprendre le pouvoir. Les stoïciens appelaient cela « se rocher à l'avance ». En acceptant mentalement que les revers font partie de la vie, on ne se laisse plus surprendre. Quand un problème survient, on est moins choqué, moins ébranlé. On se dit « je savais que cela pouvait arriver. Maintenant, agissons ». C'est ça, la vraie force. Ne plus être paralysé par l'incertitude. Mais attention, cela ne signifie pas devenir pessimiste. Il ne s'agit pas de croire que le pire arrivera forcément, mais simplement de reconnaître qu'il pourrait arriver. Et surtout, de se rappeler que même dans ce cas, tu ne seras pas sans défense. Cette nuance change tout. On passe de la peur à la préparation. Essaie cet exercice cette semaine. Choisis une crainte qui te trotte dans la tête et passe 5 minutes à l'envisager froidement. Que ferais-tu? Quelles ressources as-tu? Tu verras, une fois le scénario déminé, il perdra une grande partie de son pouvoir sur toi. La peur aime l'imprécision, la clarté la désarme. Au final, la préméditation des mots est une forme de sagesse pratique. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle t'apprend à ne plus en être la victime. Comme un navigateur qui étudie les tempêtes possibles avant de prendre la mer. Il ne les provoque pas, mais il sait comment garder le cap si elles surviennent. Et toi, as-tu déjà utilisé cette méthode sans le savoir? Partage en commentaire un moment où envisager froidement un problème t'a aidé à le surmonter. Parfois, les meilleures leçons viennent de nos propres expériences et de celles des autres. Leçon 3. Observer ses peurs sans s'y identifier. Tes peurs ne sont pas toi. Elles sont comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Elles passent, changent, parfois s'accumulent, mais elles ne sont pas le ciel lui-même. Le stoïcisme nous enseigne ceci. Nous avons le pouvoir de regarder nos peurs sans devenir elles. C'est une des libertés les plus précieuses qui existent. Quand une peur surgit, essaie ceci. Au lieu de la combattre ou de la nourrir, observe-la simplement. Ah, voilà la peur de l'échec qui revient. Ou tiens, mon vieux souci de ne pas être à la hauteur refait surface. Cette simple prise de conscience crée une distance salvatrice. Tu n'es plus emporté par le flot, tu deviens le rocher qui le regarde couler. L'imagination adore dramatiser. Elle prend un souci réel et en fait un monstre démesuré. Mais souviens-toi, ce n'est pas la situation qui te fait souffrir, c'est ton jugement sur elle. Un retard au travail devient « je vais être viré ». Une dispute devient « plus personne ne m'aimera ». Vois-tu comment l'esprit transforme une étincelle en incendie? La technique est simple. Quand tu sens que ton mental s'emballe, pose-toi 2 questions. Est-ce un fait ou une interprétation? Et est-ce que ça se passe vraiment maintenant? 9 fois sur 10, tu réaliseras que tu souffres pour quelque chose qui n'existe que dans ta tête.
Le présent, lui, est souvent bien plus supportable que nos projections. Prenons un exemple concret. Tu dois passer un examen important. Au lieu de t'identifier à la peur « je suis terrifié », pratique la distanciation « je remarque que la peur est présente ». Cette nuance change tout. La peur peut être là, mais elle ne te contrôle plus. Comme un acteur qui joue un rôle triste sans devenir triste lui-même. Épictète, ce grand sage stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Quel soulagement de comprendre cela. La même situation peut devenir un enfer ou une simple circonstance. Tout dépend du regard que tu choisis de poser sur elle. Entraîne-toi à cette observation détachée dans les petites peurs du quotidien. Un mail qui stresse? Observe la réaction de ton corps sans la suivre. Une attente angoissante? Remarque comment ton imagination construit des scénarios. Plus tu pratiques, plus tu deviens libre de choisir tes réactions au lieu de les subir. Le piège serait de croire qu'il faut éliminer toutes les peurs. Non. Certaines sont utiles, elles nous protègent. Mais la plupart sont des fantômes sans substance. Le secret? Apprendre à discerner les unes des autres. Et pour cela, rien ne vaut l'observation calme et répétée. Quand tu maîtrises cet art de la distanciation, ta vie change. Les mêmes défis se présentent, mais tu ne t'y perds plus. Tu deviens comme un surfeur habile. Les vagues sont toujours là, mais tu apprends à naviguer entre elles sans te noyer dans leur tumulte. Et toi, quelle peur as-tu réussi à désamorcer simplement en l'observant avec distance? Partage ton expérience. Elle pourrait aider d'autres voyageurs sur ce chemin de liberté intérieure. Car au fond, nous apprenons tous les uns des autres. Leçon 4. Le choix de la préoccupation. Regarde bien cette vérité. Une grande partie de tes souffrances vient non pas des événements, mais de ton propre choix d'y accorder de l'importance. Oui, tu as bien lu, nous décidons souvent, sans même nous en rendre compte, de nous inquiéter. Le stoïcisme nous révèle ce pouvoir caché, celui de choisir ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Pense à la dernière fois où tu t'es senti submergé par un problème. Maintenant, demande-toi, est-ce que la situation était réellement insurmontable ou est-ce ton mental qui l'a transformée en montagne? Nous avons cette étrange tendance à prendre des cailloux et à en faire des rochers, simplement en y pensant sans cesse. La bonne nouvelle, on peut apprendre à poser ces fardeaux inutiles. Marc Aurèle avait une pratique puissante. Il se demandait systématiquement quelle part de ce problème dépend de moi. Car souvent, nous nous épuisons à nous préoccuper de choses qui ne sont même pas sous notre contrôle. Le temps qu'il fait, les opinions des autres, les retards de transport. Pourquoi laisser ces éléments voler notre paix intérieure? Essaie cet exercice aujourd'hui. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, classe-la mentalement en 2 catégories. Ce que tu peux changer, et alors agis, et ce qui ne dépend pas de toi, et alors lâche prise. Tu vas vite constater que la plupart de tes préoccupations tombent dans la seconde case. Et c'est précisément là que réside ta liberté, dans ce lâcher-prise conscient. Attention, cela ne signifie pas devenir indifférent. Il s'agit plutôt de diriger ton attention comme un projecteur, là où elle peut vraiment servir, plutôt que de la laisser errer sur tout ce qui brille ou fait peur dans ton paysage mental. Un problème concret mérite une solution. Une rumination sans fin ne mérite que ton abandon. Observe comment les enfants réagissent aux contrariétés. Ils peuvent pleurer intensément une minute, puis passer à autre chose complètement l'instant d'après. Nous avons perdu cette capacité naturelle à vivre pleinement chaque émotion sans nous y attacher. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette sagesse primitive, ressentir, puis laisser passer. La prochaine fois que tu te surprends à ruminer, pose-toi cette question radicale. Est-ce que cette préoccupation m'aide à mieux vivre? Si la réponse est non, alors c'est un signal clair. Tu as le droit de changer de chaîne mentale. Comme après une émission qui ne nous apporte rien. Ton esprit est ton écran, tu choisis le programme. Cette pratique demande de la vigilance, car notre mental aime ses habitudes anxieuses. Mais chaque fois que tu reprends consciemment le contrôle de ton attention, tu muscles ton libre arbitre. Petit à petit,
Tu construis une forteresse intérieure que les tempêtes extérieures ne pourront plus ébranler aussi facilement. Souviens-toi, personne ne peut t'obliger à te préoccuper de quelque chose. Même dans les situations difficiles, tu conserves toujours ce choix ultime, décider où placer ton attention et ton énergie. C'est peut-être la leçon la plus libératrice du stoïcisme. Entre un événement et ta réaction, il y a toujours cet espace de liberté où tu peux choisir ta réponse. Et toi, quelle préoccupation inutile pourrais-tu choisir de laisser tomber aujourd'hui? Parfois, le simple fait de la nommer à voix haute suffit à en diminuer le pouvoir. Partage ton expérience. En prenant conscience ensemble de ces mécanismes, nous nous libérons un peu plus chaque jour. Leçon 5. Changer notre perception. Quand la vie nous enlève quelque chose, un emploi, une relation, notre santé, notre premier réflexe est souvent de nous battre contre cette réalité. Nous résistons, nous ruminons, comme si notre refus pouvait changer les faits. Mais le stoïcisme nous propose une voie radicalement différente. Accepter d'abord ce qui échappe à notre contrôle pour mieux concentrer nos forces sur ce qui dépend réellement de nous. Prends un instant pour observer comment tu réagis face aux difficultés. Est-ce que tu passes 90% de ton énergie à te demander « Pourquoi moi ?» et seulement 10% à chercher des solutions? C'est là que réside le piège. L'inquiétude devient alors un deuxième problème qui s'ajoute au premier, un fardeau que nous nous imposons nous-mêmes. Épictète, né esclave, avait compris cette vérité essentielle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Perdre son emploi est difficile, oui. Mais ce qui rend la situation insupportable, c'est souvent notre jugement, c'est catastrophique, je ne m'en remettrai jamais, plus que la situation elle-même. La pratique stoïcienne nous invite à un exercice puissant, distinguer clairement entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ta société qui licencie, hors de ton contrôle. La manière dont tu vas rebondir, totalement dans tes mains. Cette simple distinction change tout. Elle te redonne du pouvoir là où tu peux vraiment l'exercer. Imagine que tu traverses une période de chômage. Au lieu de t'enfermer dans l'angoisse, je ne retrouverai jamais de travail. Et c'est cette reformulation. C'est une situation difficile, mais qui m'offre aussi l'opportunité de réfléchir à une reconversion, d'acquérir de nouvelles compétences, de passer plus de temps avec ta famille. Le fait même n'a pas changé, mais ta perception transforme déjà l'expérience. Cette capacité à recadrer les événements n'a rien d'une illusion ou d'un déni. C'est au contraire une lucidité supérieure. Reconnaître que toute situation contient à la fois des limites et des possibilités. Les stoïciens appelaient cela l'alchimie de la perception. Transformer le plomb des circonstances difficiles en or des opportunités cachées. Bien sûr, cela demande un entraînement. Notre esprit a des réflexes bien ancrés. Mais chaque fois que tu te surprends à ruminer sur ce que tu ne peux changer, rappelle-toi, cette pensée m'est TL. Si la réponse est non, recentre-toi sur une action concrète, aussi petite soit-elle. Envoyer un CV, prendre rendez-vous chez le médecin, faire une marche pour clarifier tes idées. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. C'est cette liberté intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Même dans les pires tempêtes, nous conservons ce choix ultime, décider quel sens donner à ce qui nous arrive. Et toi, quelle situation difficile as-tu réussi à traverser en changeant simplement ta manière de la percevoir? Tes expériences peuvent inspirer bien d'autres personnes. Car c'est souvent dans le partage de nos histoires que nous découvrons le mieux cette vérité stoïcienne. Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais ce que nous en faisons. Leçon 6. Amor fati, aimer son destin. La vie ressemble souvent à un fleuve impétueux. Nous pouvons lutter contre le courant ou apprendre à naviguer avec lui. Amor fati, cette expression latine chère aux stoïciens, signifie aimer son destin. Pas simplement l'accepter à contre-cœur, mais l'embrasser pleinement, y compris dans ses tournants imprévus. Car c'est là que se cache un paradoxe puissant. Nous trouvons la vraie liberté quand nous cessons de nous battre contre ce qui est. Prends un instant pour observer la nature. Un arbre ne résiste pas à l'hiver. Il se prépare, s'adapte,
puise sa force dans cette acceptation cyclique. Nous pourrions en tirer une belle leçon. L'incertitude n'est pas un bug de l'existence, mais une de ses caractéristiques fondamentales. Nos souffrances naissent souvent de notre refus obstiné de cette simple vérité. Marc Aurèle, empereur face à 1000 tempêtes, écrivait « L'obstacle devient la voie ». Cette phrase résume toute la puissance de l'amor fati. Ce client qui annule un contrat peut être l'occasion de trouver mieux. Cette maladie qui frappe, un rappel brutal de ce qui compte vraiment. Le destin nous envoie rarement ce que nous voulons, mais souvent ce dont nous avons besoin pour grandir. Pratiquer l'amor fati ne signifie pas devenir passif. Au contraire, c'est une attitude profondément active. Choisir de voir chaque événement, même difficile, comme une matière première à transformer. Le bûcheron se plaint-il du bois dur? Non, il affûte sa hache. De la même manière, nos épreuves deviennent des opportunités d'aiguiser notre courage, notre patience, notre créativité. Imagine que tu rates un vol important. Tu peux t'empêter contre les compagnies aériennes, sans rien y changer, ou bien utiliser ce temps imprévu pour lire, réfléchir, observer le monde autour de toi. La situation objective est identique, mais ton expérience devient radicalement différente. C'est ça, la magie de l'amor fati. Transformer le plomb des contretemps en or des possibilités. Bien sûr, certaines épreuves nous frappent plus durement. Perdre un être cher, subir une trahison, affronter la maladie. Ici, l'amor fati ne consiste pas à nier la douleur, mais à refuser d'y ajouter la révolte inutile contre ce qui ne peut être changé. C'est arrivé. Cela devait donc arriver, disaient les stoïciens. Non comme une résignation, mais comme une manière de préserver son énergie pour ce qui peut vraiment être transformé. Commence petit. La prochaine fois que tu te retrouves coincé dans les embouteillages ou face à une déception professionnelle, essaie ce jeu. Comment cette situation pourrait-elle finalement me servir? Tu seras surpris de voir combien de portes s'ouvrent quand on cesse de frapper contre celles qui sont verrouillées. Au final, amor fati est un art de vivre. Celui qui consiste à danser avec les surprises du destin plutôt que de trébucher contre elles. À préférer la sagesse du surfeur, qui utilise la vague, à celle du nageur épuisé, qui lutte contre elle. La vie ne nous demande pas de tout contrôler, mais de tout accueillir avec lucidité et courage. Et toi, quel événement inattendu as-tu réussi à transformer en opportunité? Partage ton histoire. Elle pourrait inspirer quelqu'un qui traverse aujourd'hui une tempête semblable. Car c'est en voyant comment les autres pratiquent l'amor fati que nous apprenons le mieux cet art délicat. La beauté de l'amor fati réside dans sa simplicité révolutionnaire. Au lieu de dépenser notre énergie à regretter ce qui aurait pu être, nous apprenons à chérir ce qui est. Chaque matin apporte son lot d'imprévus, des plus banals aux plus bouleversants, et notre paix intérieure dépend entièrement de la manière dont nous choisissons de les accueillir. Les stoïciens comparaient cela à un chien attaché à une charrette. Il peut résister et se faire traîner dans la poussière, ou bien suivre le mouvement en gardant sa dignité. Cette métaphore brutale nous rappelle que le destin avance avec ou sans notre consentement. Notre seul vrai pouvoir réside dans notre façon d'y répondre. Nietzsche, qui reprit ce concept, y voyait le test ultime de la grandeur humaine. Vouloir profondément que chaque instant de notre vie, même les plus douloureux, se répète éternellement. Prenons l'exemple d'un artiste dont l'atelier brûle avec toutes ses œuvres. Il peut sombrer dans le désespoir ou voir dans ses cendres la possibilité d'une renaissance créative encore plus vibrante. L'histoire regorge de ces phénix qui ont transformé leur catastrophe en tremplin. Beethoven composant ses plus grandes symphonies en devenant sourd, Mandela trouvant dans sa prison la force de pardonner. Ces géants ne possédaient pas de super-pouvoir. Il avait simplement compris que le sens ne se trouve pas dans les événements eux-mêmes, mais dans le regard que nous posons sur eux. Chaque fois que la vie nous prend quelque chose, elle nous offre en secret l'opportunité de découvrir nos ressources cachées, à condition de ne pas nous obstiner à pleurer ce qui est perdu. La pratique quotidienne de l'amor fati commence par les petites choses. Ce café renversé sur notre chemise propre, ce rendez-vous annulé à la dernière minute. Ces micro-épreuves sont comme des gymnases pour l'âme. Chaque fois que nous choisissons de sourire à l'imprévu plutôt que de maudire notre malchance, nous renforçons notre muscle de la résilience.
Les enfants nous donnent ici une belle leçon. Après une chute, ils pleurent un instant puis repartent jouer, sans ressasser leur douleur. Nous, adultes, avons trop souvent tendance à collectionner nos blessures comme des trophées, oubliant que la vie continue imperturbablement autour de nos drames personnels. L'Amor Fati nous invite à retrouver cette légèreté perdue, non par naïveté, mais par lucidité stratégique. Dans les relations humaines, cette philosophie prend une dimension particulièrement libératrice. Combien de souffrances naissent de notre refus d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs limites et leurs contradictions. En pratiquant l'Amor Fati relationnelle, nous cessons de vouloir modeler nos proches selon nos attentes pour apprendre à danser avec leur authenticité parfois déconcertante. Un conjoint distrait, un ami souvent en retard, un collègue irritant. Ces traits de caractère existent indépendamment de notre agacement. Soit nous passons notre vie à lutter contre des moulins à vent, soit nous apprenons à y voir des occasions de développer notre patience, notre humour ou notre capacité à poser des limites saines. Les grandes traditions spirituelles convergent sur ce point. La souffrance naît de l'attachement à nos désirs et de l'aversion pour ce qui les contrarie. L'Amor Fati stoïcien rejoint ici la pleine conscience bouddhiste ou la indifférence sainte chrétienne. Ce n'est pas un hasard. Toutes les sagesses authentiques finissent par découvrir cette vérité universelle. Ce qui distingue le stoïcisme, c'est son approche résolument pratique et terre à accent grave-terre. Pas besoin de méditer pendant des années dans une grotte. Il suffit de commencer ici et maintenant, avec les contrariétés concrètes de notre quotidien. Le génie de Marc Aurèle fut précisément d'appliquer ces principes tout en gouvernant un empire, prouvant ainsi que l'Amor Fati n'est pas une philosophie de renoncement, mais d'action éclairée. L'acceptation radicale prônée par l'Amor Fati possède également une dimension profondément écologique. Dans un monde obsédé par le contrôle et la transformation permanente de la nature, cette philosophie nous rappelle la sagesse des cycles immuables. L'hiver succède à l'automne, la nuit au jour, la mort à la vie. Nos sociétés modernes dépensent des fortunes à lutter contre ces rythmes fondamentaux, alors que tant de cultures traditionnelles ont appris à épuiser force et inspiration. Le vieillard n'est pas un jeune raté, pas plus que l'hiver n'est un été manqué. Chaque phase de l'existence possède sa beauté et ses enseignements spécifiques. En aimant notre destin personnel, nous réapprenons aussi à aimer notre destin collectif, avec ses ombres nécessaires et ses lumières éphémères. Sur le plan psychologique, l'Amor Fati agit comme un puissant antidote à la rumination anxieuse et au regret paralysant. Les thérapies cognitivo-comportementales modernes redécouvrent d'ailleurs des mécanismes très proches. Ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais l'interprétation que nous en faisons. En entraînant notre esprit à accueillir chaque situation comme un matériau brut plutôt que comme une menace ou une punition, nous développons une flexibilité mentale précieuse. Les neurosciences ont montré que cette attitude modifie concrètement notre cerveau, renforçant les circuits de la résilience au détriment de ceux de la victimisation. En ce sens, l'Amor Fati n'est pas qu'une belle idée philosophique, c'est une hygiène neuronale aux effets mesurables. Au crépuscule de sa vie, Sénèque écrivit « Le destin conduit celui qui y consent et tire celui qui refuse ». Ces mots résonnent avec une force particulière dans notre époque d'incertitudes accélérées. Changement climatique, bouleversements technologiques, crise économique, nous naviguons des eaux tumultueuses qui exigent plus que jamais cette sagesse ancienne. Les problèmes auxquels nous faisons face sont réels, mais notre capacité à y faire face dépend largement de notre disposition à les embrasser comme faisant partie de notre chemin plutôt que comme des obstacles absurdes. Les plus grands navigateurs ne maîtrisent pas les vents, ils apprennent à les utiliser. De même, une existence accomplie ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à trouver comment danser sous la pluie. L'ultime paradoxe de l'Amor Fati, c'est qu'en cessant de lutter contre le réel, nous découvrons une étrange forme de contrôle bien plus puissante, celle du sens. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, en fit l'expérience radicale. Même dans les pires circonstances, l'être humain conserve la liberté de choisir son attitude. Cette découverte devint le fondement de sa logothérapie. Aujourd'hui, des athlètes de haut niveau appliquent ces principes en considérant chaque obstacle comme un élément nécessaire de leur préparation. Des entrepreneurs innovants transforment les échecs en données d'apprentissage précieuses.
Partout où des individus accomplissent des choses remarquables, on retrouve cette alchimie secrète, la capacité à transfigurer les résistances en alliés. En dernière analyse, aimer son destin revient à aimer sa vie dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières inextricablement mêlées. Cette acceptation profonde n'a rien de passif. C'est au contraire la condition pour agir de manière juste et efficace dans le monde. Comme l'archer qui doit d'abord accepter le vent pour ajuster son tir, nous devons d'abord embrasser la réalité telle qu'elle est avant de pouvoir la transformer. Les stoïciens nous offrent ainsi un trésor inestimable. Non pas des recettes pour une vie sans souffrance, mais une méthode pour une existence où chaque expérience, même douloureuse, contribue à notre édification. Dans un monde qui idolâtre le contrôle total, cette sagesse paradoxale pourrait bien être notre boussole la plus précieuse. Leçon 7. Vivre pleinement le moment présent. Le passé est un fantôme, le futur une illusion. Il n'existe vraiment que ce moment précis, celui que tu vis maintenant. Pourtant, combien de temps passons-nous à errer mentalement dans des regrets ou des inquiétudes, comme si ruminer pouvait changer quoi que ce soit? Le stoïcisme nous rappelle une évidence trop souvent oubliée. La paix intérieure ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'instant présent. C'est ici, maintenant, que tu peux agir, ressentir, exister pleinement. Pas hier, pas demain. Observe comme ton esprit fonctionne. Il adore sauter du passé au futur, comme un singe agité qui passerait d'une branche à l'autre sans jamais se poser. Une pensée sur cette erreur d'il y a 3 mois, puis une inquiétude pour la réunion de la semaine prochaine, et hop, te voilà parti dans un voyage mental épuisant. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il dans l'ici et maintenant? Peut-être rien de menaçant, juste le souffle qui entre et sort, les bruits autour de toi, la vie qui continue tranquillement. Marc Aurèle lui-même, empereur aux responsabilités immenses, pratiquait ce retour constant au présent. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire, écrivait-il. Pas sur ce que tu as mal fait hier, pas sur ce qui pourrait arriver demain. Juste, cette action, ce geste, cette pensée, maintenant. Essaie, en ce moment même, pendant que tu lis ces mots, sois complètement là. Rien d'autre n'existe que cette lecture. Sens comme ton esprit devient plus calme, plus clair, simplement parce qu'il cesse de courir dans tous les sens. La puissance de cette pratique réside dans sa simplicité. Pas besoin de techniques compliquées. Juste cette question, à se poser plusieurs fois par jour, où est mon esprit en ce moment? Est-il en train de recréer un vieux conflit? D'imaginer des scénarios catastrophes? Ramène-le doucement à ce que tu fais réellement. Marcher, parler, travailler, écouter. Ce recentrage n'est pas une évasion de la réalité, mais au contraire un retour à elle. Car la vraie vie ne se passe pas dans nos têtes, mais dans l'expérience directe de chaque instant. Prenons un exemple concret. Tu marches dans la rue en pensant à ton dernier échec. Ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs, prisonnier du passé. Soudain, tu décides de revenir au présent. Tu remarques la sensation de tes pieds sur le sol, le vent sur ton visage, les bruits de la ville. Le problème n'a pas disparu, mais il a retrouvé sa juste place. Il n'occupe plus tout l'espace. Cette capacité à revenir est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient naturelle. Le piège serait de croire que vivre dans le présent signifie ne plus penser au futur ou ignorer les leçons du passé. Non. Il s'agit simplement de ne pas s'y perdre. Planifier est utile, réfléchir à ses erreurs aussi, mais cela doit se faire consciemment, dans des moments dédiés, pas sous forme de rumination permanente qui pollue chaque instant. La sagesse stoïcienne consiste à distinguer entre la réflexion utile et la pensée compulsive qui tourne en rond. Commence petit. Choisis une activité quotidienne. Te brosser les dents, prendre une douche, boire ton café, et décide d'y être pleinement présent. Remarque quand ton esprit s'échappe et ramène-le doucement. Ces micro-exercices sont comme des ancres qui te rattachent à la réalité. Petit à petit, tu découvriras que le présent n'est pas un lieu étroit, mais un espace vaste et riche où la vie se déploie vraiment. La beauté de cette pratique, c'est qu'elle est accessible à tout moment. Même dans les pires tempêtes, tu peux toujours revenir à l'essentiel. Cette respiration, ce battement de cœur, cette sensation immédiate. Les stoïciens y voyaient une liberté fondamentale.
Quoi qu'il arrive à l'extérieur, personne ne peut t'empêcher de choisir où poser ton attention à l'intérieur. Le présent devient alors un refuge toujours disponible, un port calme au milieu des vagues. Et toi, qu'as-tu remarqué quand tu essaies de vraiment être présent? Partage ton expérience. Souvent, c'est en verbalisant ces moments que nous prenons conscience à quel point nous passons habituellement à côté de notre propre vie. Car le plus grand paradoxe, c'est peut-être celui-ci. Nous cherchons la paix dans des temps qui n'existent pas, passé ou futur, alors qu'elle nous attend patiemment dans le seul moment qui soit réel, maintenant. La magie du moment présent réside dans son accessibilité permanente. À chaque seconde, nous avons la possibilité de recommencer, de nous ancrer à nouveau dans l'ici et maintenant. Nos sens sont des portes toujours ouvertes sur le présent. Le contact du vent sur la peau, les nuances de lumière qui changent, les sons qui nous entourent sans que nous y prêtions attention. Pourtant, nous préférons souvent vivre dans les projections mentales, comme si la réalité immédiate n'était jamais assez intéressante. Les stoïciens comparaient cela à un homme assis au bord d'un magnifique paysage, mais qui garderait obstinément les yeux fermés pour contempler ses pensées. Nous gaspillons ainsi des trésors d'attention sur ce qui n'existe pas, pendant que la vie réelle se déroule sans nous. Notre société moderne a érigé la distraction en mode de vie normal. Écrans multiples, notifications permanentes, sollicitations constantes qui fragmentent notre attention. Cette dispersion organisée nous éloigne systématiquement de l'expérience directe du présent. Pourtant, lorsque nous parvenons à faire taire ce bruit mental ne serait-ce qu'un instant, quelque chose d'étonnant se produit. Nous découvrons que le présent n'est jamais vide ni ennuyeux. Il regorge au contraire de détails fascinants, de micro-événements qui passent habituellement inaperçus. Un oiseau qui chante, le jeu des ombres sur un mur, la sensation de l'air qui entre dans nos poumons, autant de petits miracles auxquels nous devenons aveugles par habitude. La pratique du retour au présent possède un effet immédiat sur notre bien-être. Les tensions physiques se relâchent, la respiration devient plus profonde, le flot des pensées anxieuses ralentit. C'est comme si notre système nerveux retrouvait son rythme naturel lorsqu'il cesse de sauter entre passé et futur. Les neurosciences confirment d'ailleurs que cette attention focalisée sur l'instant active des zones cérébrales associées à la paix intérieure. Nous n'avons pas besoin d'attendre des circonstances parfaites pour être en paix. La paix est déjà là, cachée dans notre capacité à cesser de fuir le moment actuel. Elle ne demande qu'à être remarquée, comme un cadeau oublié dans notre propre poche. Les émotions difficiles perdent souvent leur intensité lorsqu'on les observe depuis l'ancrage dans le présent. Une colère ressentie pleinement dans l'instant, sans les souvenirs qui l'alimentent ni les projections qui l'amplifient, devient beaucoup plus gérable. C'est l'accumulation mentale qui transforme les émotions passagères en tempêtes durables. Le présent agit comme un filtre de réalité. Il nous permet de distinguer ce qui se passe réellement maintenant de tout ce que notre imagination ajoute. Cette clarification apporte un soulagement immédiat, car nous réalisons que la plupart de nos souffrances proviennent de ce que nous imaginons plutôt que de ce que nous vivons concrètement. Dans les relations humaines, cette présence attentive produit des transformations remarquables. Combien de conversations menons-nous à moitié absents, notre esprit déjà ailleurs? Lorsque nous écoutons vraiment, sans préparer notre réponse, sans juger, simplement en étant pleinement avec l'autre, la qualité de nos échanges change radicalement. L'autre personne se sent entendue, et nous découvrons des nuances que notre distraction habituelle nous faisait manquer. De même, lorsque nous mangeons en pleine conscience, travaillons en pleine conscience, marchons en pleine conscience, chaque activité prend une profondeur insoupçonnée. Ce n'est pas le monde qui est monotone, mais notre façon distraite de l'expérimenter. Le présent contient aussi toutes les ressources nécessaires pour agir efficacement. Un problème envisagé depuis l'instant présent apparaît généralement plus clair et plus soluble. Nous avons accès à notre intelligence naturelle, à notre créativité, lorsque nous ne sommes pas encombrés par les scénarios catastrophes ou les regrets. Les grands athlètes connaissent bien cet état de « flow » où toute leur attention est concentrée sur l'action immédiate, sans interférence mentale. Nous pouvons cultiver cet état dans nos vies quotidiennes, en apprenant à engager pleinement notre attention dans ce que nous faisons, si banal soit-il. La qualité de notre présence transforme la qualité de notre expérience.
Certains craignent que vivre dans le présent signifie négliger l'avenir ou oublier les leçons du passé. C'est mal comprendre cette pratique. Il s'agit simplement de ne pas laisser ces dimensions temporelles envahir constamment notre esprit au point de nous faire oublier de vivre. Nous pouvons prévoir l'avenir depuis le présent, apprendre du passé depuis le présent, sans nous perdre dans ces temps qui n'existent pas actuellement. La sagesse consiste à visiter le passé et le futur quand c'est utile, sans y élire domicile. Le présent reste toujours notre point d'ancrage, le lieu d'où nous pouvons observer ces autres temps sans nous y noyer. La nature nous offre d'innombrables leçons de présence. Regarde un chat, il est totalement dans ce qu'il fait, que ce soit chasser une feuille ou se prélasser au soleil. Les animaux ne ruminent pas leurs erreurs passées, ni ne s'inquiètent pour demain. De même, les enfants vivent spontanément dans l'instant, capables de passer des rires aux larmes, puis à nouveau au rire sans s'attarder dans leurs émotions. Nous naissons tous avec cette capacité naturelle à être présents, que nous perdons progressivement sous le poids des conditionnements sociaux. La bonne nouvelle, cette capacité n'est pas perdue, juste endormie, et nous pouvons la réveiller par une pratique régulière. En ces temps d'incertitude et de changements accélérés, cultiver la présence devient un outil de survie psychologique. Lorsque le monde extérieur semble chaotique, nous pouvons toujours retrouver un espace de calme intérieur en revenant à l'instant. Une respiration consciente, quelques secondes d'attention à ce qui nous entoure, suffisent souvent à rompre le cycle des pensées anxieuses. C'est une ancre toujours disponible, un refuge portatif que nous emportons partout avec nous. Plus nous pratiquons ce retour au présent, plus nous développons une résilience naturelle face aux tempêtes extérieures. Finalement, vivre dans le présent n'est pas une technique, mais un art de vivre. C'est redécouvrir que chaque moment contient son propre trésor, si nous prenons le temps de le regarder vraiment. Les plus belles joies, les intuitions les plus profondes, les connexions les plus authentiques naissent toujours dans cet espace de présence attentive. Le passé et le futur ont leur utilité, mais ils ne devraient jamais nous voler la richesse de l'instant actuel. Comme le disait un vieux proverbe zen, « Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. » Cette simplicité apparente contient en réalité toute la profondeur d'une vie pleinement vécue. Leçon 8. Maîtriser ses émotions. Imagine tes émotions comme des vagues dans l'océan. Elles montent, elles descendent, mais tu n'es pas ces vagues. Tu es l'océan tout entier. Le stoïcisme ne nous apprend pas à supprimer nos émotions, mais à ne pas nous noyer en elles. Quand la colère monte, l'anxiété serre la poitrine ou la tristesse envahit tout, nous avons ce pouvoir précieux. Faire un pas en arrière mentalement et devenir l'observateur de ce qui se passe en nous. Prends l'exemple d'une dispute qui s'enflamme. Dans le feu de l'action, tout semble urgent, vital. Mais si tu parviens à t'arrêter ne serait-ce que quelques secondes pour remarquer « Je suis en train de me mettre en colère », quelque chose de magique se produit. Ce simple constat crée un espace entre toi et l'émotion. Tu n'es plus emporté par elle, tu peux commencer à choisir ta réponse. C'est ça, la vraie maîtrise émotionnelle. Non pas un contrôle parfait, mais la capacité à ne pas être contrôlé. Nos émotions sont comme des messages. Elles veulent nous dire quelque chose. La peur nous signale un danger, la colère une injustice, la tristesse une perte. Le problème survient quand nous confondons le message avec la réalité absolue. Le stoïcisme nous enseigne à décoder ces signaux sans les laisser diriger toute notre conduite. Je ressens de l'anxiété, devient alors très différent de « je suis en danger ». Le premier constat permet de réfléchir, le second paralyse. Pratique cet exercice simple aujourd'hui. Chaque fois qu'une émotion forte apparaît, nomme-la mentalement. C'est de la frustration que je ressens. Voici de l'impatience. Ce geste apparemment banal agit comme un interrupteur. Il passe notre cerveau du mode « réaction automatique » au mode « observation consciente ». Avec le temps, tu développeras ce que les psychologues appellent la métacognition, la capacité à penser sur tes propres pensées, à ressentir tes émotions sans t'y perdre. Les stoïciens utilisaient une image puissante, celle du rocher face aux vagues. Les émotions viennent frapper avec force, mais le rocher reste stable. Nous pouvons cultiver cette stabilité intérieure, non en devenant insensibles,
mais en approfondissant notre compréhension du mécanisme émotionnel. Une émotion n'est jamais permanente. Elle a un début, un pic, une fin. Savoir cela nous aide à traverser les tempêtes affectives sans paniquer, en sachant qu'elles passeront. Dans les moments de forte tension, le corps est notre meilleur allié. Une respiration profonde, la sensation des pieds sur le sol, le contact des mains sur une surface. Ces ancrages physiques nous ramènent au présent et offrent une échappatoire au tourbillon émotionnel. Le corps est toujours dans l'ici et maintenant, contrairement à l'esprit qui peut voyager dans le temps. En nous connectant à lui, nous retrouvons un point d'équilibre. Cette maîtrise émotionnelle n'a rien de répression. Au contraire, c'est une forme de respect envers soi-même. Reconnaître ce que l'on ressent sans se laisser définir par cela. Comme un bon capitaine qui tient compte de la météo, mais ne confond pas son navire avec la tempête. Plus nous développons cette capacité d'observation neutre, plus nous découvrons que nous avons le choix. Réagir impulsivement ou répondre avec sagesse. La prochaine fois qu'une émotion désagréable surgira, essaie ceci. Imagine que tu es un scientifique curieux étudiant ce phénomène fascinant qu'est ta réaction émotionnelle. Quelle est son intensité sur une échelle de 1 à 10? Où se localise-t-elle dans ton corps? Quelle pensée l'accompagne? Cette attitude d'enquêteur bienveillant désamorce souvent l'urgence apparente de l'émotion. Souviens-toi, personne ne maîtrise parfaitement ses émotions, et ce n'est pas le but. L'important est de progresser dans cet art délicat de les accueillir sans s'y soumettre. Chaque fois que tu observes tes réactions au lieu de t'y identifier, tu renforces ta liberté intérieure. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Et toi, quelle émotion trouves-tu la plus difficile à observer sans t'y perdre? Partage ton expérience. C'est en parlant de ces défis que nous découvrons souvent combien ils sont universels. La maîtrise émotionnelle n'est pas un exploit solitaire, mais un voyage que nous faisons tous, à notre rythme. La première clé pour maîtriser ces émotions consiste à comprendre leur nature transitoire. Elles sont comme des nuages passagers dans le ciel de notre esprit, jamais permanentes, toujours changeantes. Lorsque nous sommes submergés par une forte émotion, il peut être utile de se rappeler cette simple vérité. Ceci aussi passera. Les neurosciences ont démontré qu'une émotion intense non alimentée par nos pensées ne dure généralement que 90 secondes environ. C'est notre tendance à ruminer, à ressasser, à dramatiser qui prolonge artificiellement ces états émotionnels bien au-delà de leur durée naturelle. En observant nos émotions avec cette conscience, nous apprenons à leur laisser de l'espace sans nous y attacher, comme on regarderait un orage depuis l'abri sécurisant d'une maison. Les stoïciens distinguaient soigneusement entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette sagesse s'applique particulièrement bien à la gestion émotionnelle. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ni les premières réactions émotionnelles qu'ils provoquent en nous, mais nous avons un pouvoir absolu sur ce que nous en faisons ensuite. Entre le stimulus et la réponse, il existe toujours cet espace de liberté où nous pouvons choisir notre attitude. C'est dans cet intervalle souvent minuscule que réside toute notre capacité de maîtrise de soi. Plus nous élargissons consciemment cet espace par la pratique, plus nous gagnons en liberté intérieure. La pratique du journaling émotionnel peut s'avérer extrêmement utile pour développer cette conscience. En notant chaque soir les émotions fortes de la journée, les circonstances qui les ont déclenchées et nos réactions, nous commençons à discerner des schémas récurrents. Peut-être découvrons-nous que notre colère masque souvent de la fatigue, ou que notre anxiété surgit principalement dans des situations où nous nous sentons incompétents. Cette connaissance de soi est précieuse, car elle nous permet d'anticiper nos réactions et de mettre en place des stratégies préventives. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même » reste le fondement de toute sagesse pratique. Les émotions difficiles nous offrent souvent des opportunités cachées de croissance personnelle. Une colère récurrente peut signaler des limites personnelles à établir, une anxiété persistante peut indiquer des besoins non satisfaits, une tristesse profonde peut révéler ce à quoi nous tenons vraiment. Plutôt que de chercher immédiatement à échapper à ces états inconfortables, nous pouvons apprendre à les interroger avec bienveillance. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? De quoi ai-je vraiment besoin dans cette situation? Cette approche transforme nos émotions d'obstacles en alliés sur le chemin du développement personnel.
Le langage que nous utilisons pour décrire nos émotions influence considérablement notre expérience de celles-ci. Dire « je suis en colère » est très différent de dire « je suis une personne colérique ». Le premier énoncé décrit un état temporaire, le second une identité fixe. De même, remplacer « je dois » par « je choisis de » dans notre dialogue intérieur peut modifier radicalement notre paysage émotionnel. Ces nuances linguistiques semblent subtiles mais ont un impact profond sur la façon dont nous vivons et régulons nos états internes. En affinant notre vocabulaire émotionnel, nous gagnons en précision et en maîtrise de notre monde intérieur. La pleine conscience appliquée aux émotions est un outil puissant qui rejoint la sagesse stoïcienne. Il s'agit simplement d'observer nos états émotionnels avec une attention bienveillante et sans jugement, comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Cette pratique nous permet de remarquer comment les émotions se manifestent dans notre corps. Serrement de poitrine, chaleur au visage, tension musculaire, quelles pensées les accompagnent et comment elles évoluent naturellement lorsqu'on ne les alimente pas. Avec le temps, cette observation détachée crée un espace de liberté entre l'émotion et l'action, espace où nous pouvons choisir consciemment notre réponse plutôt que réagir automatiquement. Les grands orateurs et leaders à travers l'histoire ont toujours su que l'émotion est contagieuse. Nos états internes influencent profondément notre entourage. En apprenant à réguler nos propres émotions, nous devenons capables de créer des atmosphères plus apaisées autour de nous. Une personne qui reste calme dans la tempête émotionnelle devient un point d'ancrage pour les autres. Cette maîtrise n'a rien à voir avec le contrôle oppressif ou la répression. C'est plutôt l'art de transformer l'énergie émotionnelle en une force constructive plutôt que destructive. Comme un alchimiste qui changerait le plomb des émotions brutes en or des actions réfléchies. Les rituels peuvent être des alliés précieux dans la régulation émotionnelle. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'une respiration profonde avant de répondre à une provocation, d'une marche pour dissiper la colère, ou d'un moment de silence pour laisser la tristesse s'exprimer pleinement avant de passer à autre chose. Ces micro-pratiques créent des transitions conscientes entre l'émotion brute et l'action choisie. Avec le temps, elles deviennent des réflexes naturels qui nous aident à naviguer les tempêtes émotionnelles avec plus de grâce et d'efficacité. L'important est de trouver ceux qui résonnent avec notre personnalité et de les pratiquer régulièrement jusqu'à ce qu'ils deviennent seconde nature. La maîtrise émotionnelle ultime ne consiste pas à ne jamais ressentir d'émotions négatives, mais à développer une relation saine avec tout notre spectre émotionnel. Les émotions difficiles, lorsqu'elles sont accueillies avec conscience, peuvent devenir des enseignantes précieuses. Les émotions positives, lorsqu'elles sont pleinement savourées, enrichissent notre expérience de vie. Le but n'est pas l'apathie, mais l'équilibre. La capacité à ressentir profondément sans se laisser déborder, à vivre pleinement chaque émotion tout en restant fondamentalement libre. C'est cet art délicat que pratiquaient les stoïciens et qui reste tout aussi pertinent dans notre monde moderne. Enfin, rappelons-nous que la maîtrise émotionnelle est un voyage plutôt qu'une destination. Il y aura des jours où nous serons le rocher immobile face aux vagues, et d'autres où nous nous sentirons emportés par le courant. L'important est de persévérer dans la pratique sans jugement excessif envers nous-mêmes. Chaque moment de conscience, chaque petite victoire sur nos réactions automatiques, chaque émotion traversée avec sagesse construit progressivement cette maîtrise intérieure qui est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Comme le disait Épictète, aucune chose grande ne se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou qu'une figue. Si tu me dis que tu désires une figue, je te répondrai qu'il faut du temps. Leçon 9. L'action plutôt que l'inquiétude. L'inquiétude est comme une chaise à bascule. Elle te donne l'impression de bouger, mais en réalité, tu n'avances pas. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante. L'anxiété ne résout rien, seule l'action transforme. Chaque minute passée à ruminer est une minute perdue pour agir. Et souvent, ce sont les plus petits pas, ceux qui semblent insignifiants, qui désamorcent le plus efficacement nos peurs. Imagine ton esprit comme un moteur qui tourne à vide. Plus il accélère, plus il consomme de l'énergie pour rien. L'action, même minime, est le moyen de passer enfin en première vitesse. Envoyer ce mail que tu redoutes, faire ce premier appel, écrire la première ligne d'un projet. Ces gestes concrets ont une vertu magique.
Il te rappelle que tu n'es pas impuissant, que tu as toujours une marge de manœuvre, aussi étroite soit-elle. Les stoïciens distinguaient soigneusement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Or, l'inquiétude se nourrit justement de ce qui échappe à notre contrôle. Dès que tu identifies une action possible, aussi modeste soit-elle, tu reprends pied dans le domaine où tu peux vraiment faire la différence. Ce n'est pas un hasard si Sénèque affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail muscle le corps ». C'est dans l'action que nous trouvons nos ressources insoupçonnées. La procrastination anxieuse est un piège redoutable. Plus nous reportons, plus le problème grandit dans notre esprit, jusqu'à paraître insurmontable. Mais regarde ce qui se passe quand tu décides d'attaquer ne serait-ce qu'une infime partie de la tâche. Le monstre se réduit soudain à des proportions humaines. Un dossier qui t'angoisse? Ouvre-le simplement. Un conflit à régler? Note les points à aborder. Ces micro-actions brisent le sortilège de l'immobilisme. Ton cerveau est fait pour résoudre des problèmes, pas pour les ressasser. Quand tu agis, même de manière symbolique, tu envoies un signal clair à ton esprit « Je m'en occupe ». L'anxiété perd alors de sa raison d'être. C'est comme si tu disais à un enfant inquiet « Regarde, je suis en train de vérifier sous le lit, il n'y a pas de monstre ». L'action est cette vérification rassurante que ton esprit attend pour se calmer. Prenons un exemple concret. Tu stresses pour tes finances. Au lieu de tourner en boucle sur tes soucis, prends 1 heure pour établir un budget simple. Le problème n'a pas disparu, mais tu as repris le gouvernail. Ce changement de posture, du passif anxieux à l'acteur engagé, modifie tout. Les stoïciens parlaient de « transformer les obstacles en tremplin ». Chaque action, si petite soit-elle, est un pas dans cette direction. L'astuce consiste à fractionner. Une montagne semble impossible à gravir jusqu'à ce qu'on repère le premier sentier. Découpe tes défis en micro-étapes si simples qu'elles en deviennent irrésistibles. Nettoyer toute la maison paralyse. Ranger ce tiroir motive. Une fois lancé, tu découvriras souvent que l'élan se crée de lui-même. L'action appelle l'action, comme les inquiétudes appellent les inquiétudes. Attention, il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens pour fuir ses peurs. L'action stoïcienne est ciblée, réfléchie. Avant d'agir, demande-toi, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Est-ce utile? Puis engage-toi pleinement dans ce qui mérite ton énergie. C'est cette combinaison de discernement et de détermination qui fait toute la différence. La prochaine fois que l'anxiété monte, fais en ton allié. Utilise son énergie nerveuse comme carburant pour passer à l'action. Transforme « et si » en « je vais ». Tu seras surpris de voir combien de problèmes s'évanouissent quand on cesse de les nourrir par l'inquiétude pour les affronter par des gestes concrets. Et toi, quelle petite action as-tu remise à plus tard par peur ou procrastination? Choisis en une aujourd'hui, la plus modeste soit-elle, et fais-la. Partage ensuite comment ce simple pas a modifié ton état d'esprit. Car c'est en expérimentant que nous découvrons cette vérité. L'action est l'antidote le plus puissant à l'inquiétude. Leçon 10. La simplicité comme libération. Notre monde moderne nous étouffe sous un déluge d'objets, d'informations et de sollicitations permanentes. Le stoïcisme nous propose une voie radicale, la libération par le dépouillement. Il ne s'agit pas de renoncement austère, mais de redécouvrir l'espace vital que crée la simplicité volontaire. Moins de possession signifie moins d'attachement, moins de distraction égale plus de présence. Moins de complications apporte plus de clarté mentale. Cette sobriété choisie est un acte de résistance contre le tumulte du monde. Regarde autour de toi. Combien de ces objets que tu possèdes t'apportent réellement de la joie ou de l'utilité? Nous accumulons souvent par habitude, par peur de manquer, ou pire, pour combler un vide intérieur. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de se passer du superflu, ne serait-ce que temporairement. Non par ascétisme, mais pour vérifier une vérité essentielle. Nous avons besoin de bien moins que nous ne le croyons pour être heureux. Chaque possession abandonnée libère un peu de l'énergie que nous dépensions à l'entretenir, à nous en inquiéter, à la désirer davantage. Le même principe s'applique à notre vie mentale.
Combien de pensées inutiles tournent en boucle dans nos têtes? Combien de faux problèmes, de scénarios catastrophes imaginaires, de regrets stériles encombrent notre espace intérieur? La simplicité stoïcienne commence par un tri radical dans ce bavardage mental. Est-ce que cette pensée m'est utile? Est-elle vraie? Est-elle nécessaire? Si la réponse est non, laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Un esprit clair n'est pas un esprit vide, mais un esprit qui ne retient que l'essentiel. Prenons l'exemple de ton emploi du temps. Combien de ces activités sont réellement choisies? Combien te nourrissent vraiment? La simplicité implique de dire non, non aux obligations sociales creuses, non aux multitâches épuisants, non à la course folle qui nous fait oublier de vivre. Sénèque déjà dénonçait ceux qui courent à travers la vie sans jamais la vivre. Ralentir, faire moins mais mieux, laisser des plages de vide créateur, voilà des actes révolutionnaires dans notre monde hyperactif. La simplicité matérielle et mentale se renforcent mutuellement. Un environnement épuré apaise l'esprit. Un esprit discipliné cesse d'exiger sans cesse des possessions nouvelles. Marc Aurèle, empereur tout-puissant, vivait délibérément simplement pour ne pas se laisser corrompre par le luxe. Il savait que chaque désir satisfait en engendre 10 nouveaux, et que cette course sans fin est une forme subtile d'esclavage. La vraie richesse est de ne manquer de rien, non parce qu'on possède tout, mais parce qu'on ne désire que l'essentiel. Commence petit aujourd'hui. Fais le tri dans un tiroir. Supprime 5 applications inutiles de ton téléphone, libère 1 heure dans ton agenda pour ne rien faire d'autre qu'être présent. Ces petits gestes ont un effet cumulatif puissant. Bientôt, tu découvriras le plaisir paradoxal d'avoir moins. Moins de choses à ranger, moins de décisions à prendre, moins de bruit pour étouffer ta voix intérieure. Ce vide créé n'est pas un manque. C'est l'espace où peut enfin respirer ta liberté. La simplicité stoïcienne n'est pas un retour en arrière, mais un bond en avant vers une vie plus consciente. Dans un monde qui pousse à la consommation compulsive d'objets, d'informations, de divertissements, choisir la sobriété est un acte profondément subversif. C'est affirmer que tu n'es pas ce que tu possèdes, que ton valeur ne se mesure pas à ton productivité, que ton temps est trop précieux pour être gaspillé en futilité. Cette leçon rejoint l'enseignement bouddhiste du non-attachement et la devise franciscaine « pauvreté et joie ». Toutes les grandes traditions spirituelles ont reconnu ce paradoxe. C'est en lâchant prise que nous trouvons, en simplifiant que nous nous enrichissons vraiment. Moins de distractions extérieures signifie plus d'attention pour ce qui compte. Tes relations, tes passions, ton développement intérieur. Et toi, quelle est la prochaine chose dont tu pourrais te libérer? Un objet encombrant, une habitude inutile, une pensée obsessive? Partage ton expérience, car c'est en témoignant de cette libération par la simplicité que nous inspirons d'autres à tenter l'aventure. Comme le disait Sénèque, « Jusqu'à quand différeras-tu de te juger digne du meilleur ?» Le meilleur étant souvent le plus simple.